et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, l'émission au fighting spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on va parler du match de l'Olympique de Marseille face à Nîmes. Il y aura les paris, il y aura un petit débat sur Liadji et un gros débat sur Frank McCourt et ses projets immobiliers. Voilà, pour en parler, il est là, de retour. Jean-Charles est avec nous. Je sais couler la chaise, oui. Salut Ben. Ah ouais, tu t'as dormi avec le maillot. J'ai pas voulu le quitter surtout. J'ai pas voulu le quitter. Voilà, tu as eu peur qu'on vienne nous le voler et tout. Tu t'es dit. Christian Caminiti est avec nous. Bonjour. Ça va, Christian? Très bien, la forme. Et Mourad Arts est avec nous. Voilà, malade, comme d'habitude en hiver, c'est normal. C'est le match. Depuis qu'il a joué contre Villas-Boas, ça y est. Attends, mais juste pour savoir, qui te chargeait? Ou qui te chargeait? C'était plus Rani Berbachi qui était hors jeu tout le match et qui était. Si je devais dire s'il y en a un que j'ai pris au marquage, parce que bon, l'organisation tactique était pas top, on va le dire. Mais on a mené 1-0 pendant 25 minutes. Mon équipe, c'est celle des 20 premières minutes après. Ils y ont cru, hein. Ils menaient 1-0, puis à la fin de la première mi-temps, c'est une mi-temps de 20 minutes, hein, pour dire que physiquement ils sont pas encore au top. Qu'on rappelle qu'ils ont joué contre le staff. Ouais, parce que contre le staff de Villas-Boas. Le temps de s'échauffer, puis voilà. on fait une pause. Et puis après, voilà, c'est ça. Et puis après, à la 18e minute, bam, il y a eu 2 ou 3 buts coup sur coup. Il y a eu 2 buts. Après, j'aurais dû sortir parce que déjà, je devais sortir, je vais laisser ma place. Et on m'a fait une relance de derrière, j'ai perdu le ballon, ça a fait 3-1. Je me suis dit, putain, j'aurais dû sortir 2 minutes avant. Et voilà, parce que j'étais plutôt propre après. Non, pour le défendre, la relance du gardien, donc Fabrice Lamperti, hein, notre confrère de la Provence, elle était pas top quand même. Il t'a pas mis dans les meilleures dispositions. Il m'a pas mis il voulait le tester. Il a voulu le tester. Franchement, c'était bon. Bon, après, on était sur. Avant ça, on devait perdre le ballon déjà. Donc, on était déjà sur la brèche, quoi. Bon, en funambule, comme ça a fini quand même. Ça a fini 7-1 cette histoire. Moi, donc, deuxième mi-temps. Ok. Le maillot de Dimitri Payet. Voilà, il est toujours à gagner. Signé par Dimitri Payet, porté par Dimitri Payet, on vous l'offre. Le tirage au sort, ce sera lundi prochain. Voilà, on annoncera le nom du vainqueur lundi prochain dans cette émission. Il y a toujours un lien. Je reçois des messages. Il y a toujours, je veux le gagner. C'est pour ça que je dors là d'ailleurs. Tout le monde le suit. Donc il y a un lien, vous pouvez cliquer dessus pour tenter de le remporter. Allez, on passe tout de suite à la première partie de cette émission, c'est l'avant-match de OM Nîmes. OM Nîmes, c'est donc le dernier match de cette première partie de championnat pour l'Olympique de Marseille, qui reste sur une belle série. 6 victoires, 1 nul. Voilà, il y a ce match nul lors du dernier match. Et puis la réception de Nîmes. Mourad, tiens, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur l'adversaire? Bon, malheureusement, malheureusement parce qu'on a un peu voilà, les gens le savent maintenant. Tu suis le multi-Ligue 1 tous les week-ends. Voilà, et Nîmes, c'est une équipe, c'est pas une équipe qu'on déteste quoi en Ligue 1, et malheureusement, c'est une équipe qui va très mal. Tu parlais de la série de l'OM, donc 6 victoires, 1 nul. Nîmes, j'ai regardé avant le match, là c'est 7 défaites, 4 nuls sur les 11 derniers matchs de Ligue 1, c'est 22 buts encaissés, 5 buts marqués. Voilà, ça va très très mal, il n'y a plus rien qui va à Nîmes et c'est difficile en interne aussi parce qu'il y a eu des départs, des mecs qui surtravaillent, il y a eu beaucoup de départs aussi dans le club, il y a eu Savanier, Savanier c'était c'était l'homme à tout faire, quoi. C'était le chef d'orchestre de cette équipe, il est plus là, t'avais aussi des mecs qui étaient un peu remplaçants mais genre... Mon idole Antonin Bobichon qui marquait que des buts extraordinaires, il en marquait pas souvent mais il marquait que des buts de malade, même des mecs comme Sadatchoub qui étaient aussi pas des... Bouanga, ouais, aussi, et voilà, bref, beaucoup de départs, l'équipe va mal et dans une spirale ultra négative, donc bref, c'est le moment ou jamais de jouer contre Nîmes et voilà. C'était une équipe pourtant qui l'année dernière avait montré de belles choses, hein, avec notamment face à nous, ils avaient sorti un gros match chez eux, c'était en début de championnat. Christian, tu es surpris de les voir comme ça? Ils étaient, je pense, sur leur élan de montée de la deuxième division en première, et puis les gars étaient là habitués aussi à leur coach. Et bon, la mayonnaise a pris et ils ont réussi à
concrétisé une belle saison. Malgré tout, à l'intersaison, ils n'ont pas su remplacer les départs, ils n'ont pas su redonner un élan, Puis aussi leur directeur sportif qui a été un petit peu... Qui était à moitié en burn-out et tout, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Donc je pense qu'ils tiraient un petit peu sur la corde, et là c'est en train de lâcher. Quoi. C'est bien dommage parce que la région mérite un Nîmes olympique à l'ancienne, quoi, vaillant, avec des joueurs de métier, mais en même temps... sachant donner l'expression à cette région, quoi, au Gard. Quoi. Le Gard mérite aussi d'avoir une belle équipe. Quoi. Et puis c'était une équipe qui jouait offensif en plus, Nîmes, il jouait, enfin il y a gros pressing, ça lâchait jamais. Je me souviens un match contre nous déjà, ils avaient gagné 3-1, contre Lille ils perdaient il me semble 3-0, ils étaient revenus à 3-2 dans les dernières minutes, ils ont eu une occasion à tout dire. Enfin moi qui regarde beaucoup de matchs de Ligue 1, avec Nîmes tu t'ennuyais pas quand tu regardais, il se passait quelque chose. Donc c'est vrai que de les voir dans cet état-là, c'est un peu triste pour la région et pour la Ligue 1 aussi. Jean-Charles, un mot sur Nîmes. Oui, moi c'est un club que j'adore. C'est vrai que c'est un club, comme disait Christian, dans le Gard, on a cette mentalité de gagneur, d'envie d'aller toujours plus loin, de se dépasser. Alors c'est vrai qu'il y a un petit budget, ils ont un ancien stade, donc ça a toujours été des derbys très très chauds entre l'Olympique de Marseille et Nîmes Olympique. Alors certes, pourquoi ça va beaucoup moins? Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu 5 joueurs. 5 joueurs à vocation offensive. Ça n'a pas été remplacé par de nouveaux joueurs de talent à l'intersaison. Ils ont perdu leur directeur sportif, Boissier, qui est parti en début de saison, qui est revenu et qui vient de repartir une nouvelle fois. Donc à l'intérieur du club, ça complique aussi les choses. Lacar est un petit peu seul et isolé de tout ça. Alors même s'il garde confiance en ses joueurs et qu'il dit qu'il va s'en sortir, c'est bien parce qu'il y a un discours positif. Mais on se rend compte que Nîmes Olympique aujourd'hui a d'énormes difficultés parce que dans les résultats, Mourad l'a si bien dit, très peu de victoires, beaucoup de défaites, peu de matchs nuls aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui marque le pas. Et quand on sait qu'on perd beaucoup de matchs consécutivement, pour revenir à son meilleur niveau, et notamment quand on est l'Olympique de Marseille, ce week-end, ça sera très compliqué, juste avant la trêve. Et puis surtout, il n'y a pas de réserve. Le centre de formation de Nîmes était quand même réputé à l'époque pour fournir sans arrêt l'équipe première. Là, ça a l'air d'être compliqué pour eux, quoi. Au-delà des joueurs qu'ils ont perdus aussi, il ne faut pas oublier Ferry qui est parti du côté de Montpellier, qui était un joueur de tempérament, ce qui aimait le Nîmes Olympique parce que c'est des joueurs de gros caractère. Hein. C'est vrai que quand on commence à perdre ces joueurs-là, Savanier était un joueur talentueux mais aussi avec du caractère assez impressionnant. Donc quand on perd cette âme-là, on perd une grosse partie de son efficacité aussi parce que entre le talent, la hargne sur le terrain et la volonté de vouloir bien faire, si on en perd la moitié, on se retrouve dans les bas-fonds. Il y avait aussi l'attaquant de seconde division, Buzok. Il y a Bozok, il y a Aloui qui est parti, qui était le meilleur buteur. Grosso modo, il y a la moitié de leur équipe qui a été... Toute la zone offensive est partie en fait. Donc forcément. Alors messieurs, on va regarder un petit peu le classement. Et effectivement, on va s'apercevoir que Nîmes est 19e au classement avec seulement 12 points. Donc ça c'est pour Nîmes. Et puis l'Olympique de Marseille, donc second. Pour l'Olympique de Marseille, alors pas sûr que ce soit le bon classement celui-là par contre. C'est peut-être pas le bon classement qui est affiché. Ok, très bien. Donc j'afficherai le bon tout à l'heure, c'est pas grave. C'est pas grave. L'Olympique de Marseille qui est donc à 35 points. Il y a toujours 4 points avec Lille et 5 points, avec Rennes. L'Olympique de Marseille, pour valider ce bon début de saison, se doit impérativement de gagner. Peut-être pour creuser encore un petit peu plus l'écart aussi avec ces 2 poursuivants-là. Mais en tout cas, voilà, on n'imagine pas autre chose qu'une victoire pour l'OM sur ce match-là. On l'a dit, face à cette équipe de Nîmes qui est pas bien, quoi. En tout cas, je pense qu'en tout cas, ils doivent conclure cette fin de saison pour ne pas partir avec des doutes en vacances. Bon, ils ne sont pas en vacances du tout. Je ne me souviens plus quel était le journaliste qui avait dit faire attention à Metz. Et puis en définitive, on a failli passer à la trappe si le pénalty n'avait pas été arrêté. Et il ne faudrait pas en faire malgré tout, parce que Nîmes, eux, jouent leur survie aussi. Et essayer de se relancer avant la fin de saison dans une nouvelle dynamique, quoi.
Puis ça reste un match particulier, hein, Nîmes, Marseille-Nîmes, OM-Nîmes, ça reste toujours particulier. Après, alors, là, c'est vrai que le classement... C'est au Vélodrome, tu as une équipe quand même de l'OM qui... Ouais. Ok, il y a ce match nul, mais il y a une certaine confiance dans cette équipe qui se dégage. Oui, absolument, surtout quand on voit le jeu produit par l'Olympique de Marseille, qui est quand même bien meilleur qu'en début de saison. Donc on va jouer contre une équipe qui est handicapée, parce qu'elle est véritablement handicapée, cette équipe de Nîmes Olympique. Alors donc, elle va arriver ici avec certainement des problèmes, des soucis, d'essayer de faire bloc défensivement, mais faire bloc défensivement, ça ne veut pas dire faire un 0-0 ou ne pas encaisser beaucoup de buts. Alors par moment, il risque de déjouer, parce que l'OM est aujourd'hui en pleine forme, l'OM a besoin de ces 3 points pour conserver cette place de deuxième, et surtout mettre encore un peu plus éloigner ses concurrents directs. Alors tu parlais des concurrents, c'est vrai que Lille, je pense que Lille s'imposera du côté de Monaco. Par contre, Rennes aura des difficultés, parce que Rennes a quand même perdu hier, si on peut en parler un petit peu, en Coupe de la Ligue aussi, ils ont un match dans les jambes, comme Nîmes d'ailleurs, qui s'est fait éliminer à domicile face à Saint-Etienne. Donc ils ont très peu de récupération par rapport à l'Olympique de Marseille. Et ça aussi, ça va jouer dans le contexte, parce que bon, quand c'est la période d'hiver, c'est toujours plus délicat que quand c'est la période effectivement de l'été, où les terrains sont différents, le froid, tout l'organisme est changé. Et puis tu as dit confiance, et le truc c'est bien d'être en confiance pour l'OM, mais il ne faut pas être en excès de confiance, c'est tout bête, mais je pense que c'est ça, parce qu'en plus aussi, je ne pense pas que l'OM va pouvoir vraiment exercer son pressing, parce que les adversaires ont compris qu'il fallait vite dégager le ballon loin devant, donc tu ne peux pas presser quand il n'y a pas de ballon à presser, c'est tout con. Et je pense que c'est ce que Nîmes va faire, donc ils vont vendre chèrement leur peau, ils vont envoyer des longs ballons, ça va être une bataille, et donc il ne faudra pas être en excès de confiance, il faudra vraiment être dans la lutte, et vraiment, si ça tombe, soit ce match se goupille bien et tu le gagnes 4-0 et tout se passe bien et tu vois vraiment l'écart de niveau technique et l'écart de confiance entre les deux équipes, soit tu vas devoir cravacher et vraiment être très humble et aller l'emporter 1-0 par un but sur coup franc de l'épaule ou que sais-je. Il ne faut absolument pas leur laisser aucune espérance à faire un résultat au Stade Vélodrome. Et puis je pense qu'une équipe comme l'OM, c'est commence à se poser des questions sur ce genre d'équipe. Oui. Je veux dire, c'est même pas la peine pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, maintenant. Voilà, on parle encore de confiance. En fait, aujourd'hui, tu n'as plus de doute. Mais les doutes sont côté nîmois, ils ne sont pas côté marseillais. Nous, on n'a aucun doute face à Nîmes. Je veux dire, on rentre dans des conditions superbes, parce que bon, avec les résultats qu'il y a pu avoir ces dernières semaines, ces derniers mois, l'OM est en totale confiance. Et ce n'est pas du tout le cas de Nîmes. Dans un Vélodrome qui sera bien rempli encore. Et je parlais de creuser, de faire peut-être encore des écarts. Il y a Lille qui va affronter donc Monaco à Monaco, et il y a Rennes qui va recevoir Bordeaux. Donc déjà, un des deux perd des points. Il y a peut-être, tu vois, il y a peut-être encore un écart à creuser, et c'est important quoi pour la suite, parce que derrière, on sait que sur la deuxième partie de saison, l'Olympique de Marseille... Ce qui peut être bien, c'est que Lille peut définitivement nous débarrasser de Monaco. Alors, ça fait peut-être c'est quoi le meilleur résultat de ce match-là? C'est peut-être un match nul, non? Ouais, c'est peut-être un match nul de Marseille, parce que tu prendrais des points. Oui. Et en plus, ou une victoire de Monaco. Et en plus, on parle de licenciés... On est déjà débarrassés, ils sont à 10 points. Non, mais Monaco, sur la cave quand même. Hein. Quand on regarde le résultat, on les voit jouer. Non, mais si Monaco gagne et qu'à l'intersaison, ils renouvellent leur effectif, ça peut peut-être... mais c'est vrai que ça paraît complètement fou, mais c'est ce que je disais la semaine dernière. Monaco a tellement de talent que tu te dis, même avec 10 points de retard, je me dis, on ne sait jamais. Mais là, le truc, c'est qu'en plus, mais le match nul, c'est peut-être le mieux en effet, parce que on parle de licencier Leonardo Jardim une nouvelle fois. Si Monaco perd contre Lille, et je me dis. Ils vont rappeler Thierry Henry, c'est ça? Match on redonne encore 12 millions. Match nul, tu vires peut-être pas Jardim, tu restes un peu dans le même truc où tu fais jouer Glick et Gemerson, même s'ils mettent plus un pied devant l'autre. Et c'est peut-être le mieux pour nous. En fait, c'est vrai, tant au classement qu'au niveau de Monaco aussi, qui va rester loin. Et on sait jamais, si tu prends un bon coach à Monaco, tu peux peut-être... Quoique 10 points, c'est 3 victoires quand même. Ouais, enfin... Bah oui, ils peuvent faire ça quand même dans la saison. Ils peuvent faire ça, mais en les voyant jouer, que ça, tu les as vu jouer. Oui. Sincèrement, ils peuvent se faire battre par tout le monde. C'est bien comme ça, ils restent là où ils sont, c'est bien. On n'imagine jamais des équipes pareilles se retrouver au fond du classement. Ça fait 2 ans qu'ils traînent les pattes. Et tu sais, quand tu joues en Coupe de la Ligue, qu'ils ont joué mardi soir, et que tu en prends 3, et que tu rejoues le week-end, 4 jours après contre eux,
psychologiquement, c'est pas bien quand même. C'est clair. Est-ce que le discours de Jardim va bien passer? Est-ce que les changements vont être acceptés? Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer. On a entendu le peu de supporters monégasques commencer à dire démission et qu'on entend bien, surtout quand ça commence à crier. Donc, ils ne sont pas dans des conditions idéales. Hein, à noter que Leonardo Jardim a perdu contre un gardien qui s'appelait Leonardo Jardim en Coupe de la Ligue. C'est vrai. Qui a arrêté un penalty d'ailleurs de Slimani. En plus. C'est vrai. Voilà. Alors messieurs, on va s'intéresser à la compo de l'Olympique de Marseille. Il ne devrait pas y avoir de grandes surprises dans cette compo, sachant que Strootman est indisponible, il est suspendu. Donc logiquement, c'est le petit Camara qui devrait rentrer en 6. Et donc, on devrait retrouver une charnière Caleta-Sarr avec Alvaro, Amavi sur son côté gauche, Sakai côté droit. Alors, la seule question qu'on va se poser dans cette compo, c'est est-ce qu'il faut titulariser Radonjic, qui est vraiment sur une belle série. C'est ce que j'allais te dire. Je pense que Radonjic mérite aujourd'hui de débuter la rencontre. Sans vouloir critiquer. C'est le moment où il faut le lancer. C'est le bon moment, c'est le dernier match de l'année face à Nîmes, il est en pleine confiance, c'est surtout ça. Et puis il faut le récompenser de tous ses efforts, de ce qu'il a pu faire ces dernières rencontres, c'est lui qui nous a sauvés à plusieurs reprises. Et puis bon, il y a aussi Bounassar qui n'est pas en pleine possession de ses moyens, puisqu'on a vu le dernier match face à Metz, à son ancien club, il n'était pas dedans, ça fait quelques matchs qui marquent un petit peu le pas. Donc c'est peut-être le bon moment aussi de profiter de faire jouer Radonjic. Ouais, pour montrer qu'il y a une concurrence aussi. Et puis bon, ça maintient aussi. Tout le monde un peu sous pression. Tu penses que c'est le bon moment pour le lancer? Parce que c'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts. Oui, je vois pas. Si on espère plus tard le voir rentrer. Il faudrait qu'il prouve encore à chaque fois que c'est un joker essentiel pour l'équipe. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même... je pense... Tu es surpris de le voir à ce niveau-là maintenant? Alors, on ne dit pas non plus qu'il a un niveau énorme, mais c'est vrai que l'année dernière, on le voyait très très bas quand même, ce joueur. C'est la confiance, je crois que c'est la confiance, je trouve. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des garçons qui mériteraient aussi d'avoir beaucoup plus de confiance. Un garçon comme Lopez aussi mériterait d'avoir autant de confiance, parce qu'à chaque fois qu'il rentre, et malgré tout, il est... Germain aussi. Bon, Germain a été quand même intéressant lorsqu'il est rentré. Bon, et moi, c'est ça, les déceptions, pas la déception, mais ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas Thauvin. Bon, si l'équipe avait Thauvin, comment elle fonctionnerait? Notre attaquant qui semble faire l'unanimité ne marque pas autant de buts, et pourtant on le dit intéressant dans le jeu. Donc on se dit, mais s'il devait marquer des buts, ça serait quoi l'attaque? Et derrière, on vient de perdre notre gardien. Et là... Le doute de Mandanda, alors est-ce qu'il va jouer ou pas? On ne sait pas, alors il était absent de l'entraînement ce matin. On enregistre avant la conférence de presse, il va passer en conférence de presse, donc il va peut-être donner la réponse, ce qui sera prêt ou pas. Mais oui, Mandanda sera peut-être absent, et s'il est... après, bon, Yoann Pelé pour un match contre Nîmes où tu devrais plus jouer dans leur camp, parce que Yoann Pelé, son point faible, c'est le jeu au pied. Bon, là, logiquement, son jeu au pied, tu ne devrais pas trop en avoir besoin, et puis ce sera... puis il sort d'un très beau pénalty arrêté. Après, la titularisation de Radonjic, ça peut aussi poser la question de la titularisation d'Hiroki Sakai, qui s'est fait beaucoup taper dessus après le match à Metz, où il a été très mauvais. Mais il a souvent été... Enfin, moi, vraiment, je le défends parce que il a été vraiment... Ça a été la valeur sûre de l'effectif marseillais pendant 3 ans. Alors, et ça va jamais très haut, mais il a jamais été très bas, ou très rarement il a été très bas. Là, à Metz, il a été très bas. Ça peut arriver à tout le monde de rater un match, mais peut-être aussi qu'Hiroki Sakai, il est moins bien physiquement. On savait, il y a quelques matchs, là, il avait failli sortir sur blessure. Donc peut-être qu'il traîne aussi une blessure. Et puis Bounassar, si tu ne le mets pas plus haut, peut-être que tu peux le mettre en arrière droit. Peut-être aussi que tu peux faire reposer un petit peu Sakai, parce que peut-être que Sakai joue cramé, et que c'est pour ça que là, on le voit complètement dépassé. Mais c'est quand même le dernier match de la saison où tu ne vas pas te priver de Sakai en disant parce qu'il a été mauvais du côté de Metz. Ou moins bon, parce que c'était le joueur... Si physiquement il est plus dans... Tu vois, si physiquement il a besoin de il n'est plus non plus ces dernières semaines. Bounassar, physiquement, il est là. Après, c'est techniquement que ça pêche. Il n'a pas été... Et sinon, sur Radonjic, tu le mettrais? Ouais, moi, Radonjic, je mettrais titulaire. Avec Jean-Charles, on fait partie du FC Radonjic, on l'a défendu. Mais en plus, quand tu es joueur,
On a eu la chance d'être joueur. Quand tu es remplaçant, que tu rentres, que tu fais des belles rentrées, que tu marques, que tu sauves l'équipe, que les joueurs sont contents de toi, que ton coach est content de toi, que le public est content de toi, à un moment donné, tu vas dire, il va me faire jouer titulaire. Ouais. S'il ne me fait pas jouer titulaire, quand est-ce que je vais rentrer? Si je donne de la performance et que je ne rentre pas à ce moment-là, pour le dernier match en plus de la saison, le joueur peut aussi tomber dans des travers et mentalement d'être un peu moins. Donc moi, je pense que c'est vraiment le bon moment pour le faire jouer. Après, il va falloir qu'il prouve aussi que sur. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire jouer. Voilà, qu'en tant que titulaire, il peut apporter autant qu'en tant que remplaçant. Mais c'est un challenge pour lui, donc d'autant plus intéressant. S'il rentre vraiment dans l'état d'esprit de vouloir affirmer ce qu'il a déjà prouvé en courte période, après la distance, est-ce qu'elle va être... Parce que bon, quand on n'a pas les 90 minutes dans les jambes, c'est pas évident aussi. Et puis un autre truc, c'est qu'il est souvent rentré sur le côté gauche, où il y a un certain Dimitri Payet, et que sur le côté droit, il est peut-être moins performant aussi, donc il y a peut-être ça aussi qui... Si tu le fais, tu vas le faire entrer à droite, ou la dernière fois, Dimitri Payet est passé à droite aussi pendant un moment. C'est vrai. Quand un joueur est dans de bonnes conditions, que tu le fasses jouer à gauche ou à droite, il fait des bons matchs. Quand tu es bien... Et après, pour sa qualité de frappe... le souci, ça va être son repli défensif. Est-ce qu'il va avoir la capacité de pouvoir venir travailler avec Sakai ou Bounassar pour récupérer les ballons, pour empêcher. Bon, enfin, Nîmes ne posera certainement pas autant de problèmes. Allez messieurs, on va passer au Paris FCM avec notre partenaire Unibet. C'est tout de suite, c'est les paris. Les paris avec notre partenaire Unibet cette semaine. Le pari Sécure. Mourad, c'est quoi? Je me souviens plus. Ah bah c'est très bien ça, Mourad. Mais alors on va le refaire. Plus de 2,5 buts dans le match, donc c'est ça. Attends, on va la refaire, Mourad, s'il te plaît, avec plus de points. Alors cette semaine, Mourad, le pari Sécure, c'est quoi? C'est plus 2,5 buts dans le match, c'est-à-dire qu'il y aura au moins 3 buts dans le match. Je pense que même si Nîmes nous pose problème, on en mettra quand même derrière. Je pense que ça va être un match à but. Donc voilà, la cote n'est pas très élevée, 1,56. C'est le pari Sécure. Donc 3 buts au moins dans le match. Vous voyez un match avec des buts, messieurs, ou pas? Toi, tu vois? Moi, je vois beaucoup de buts parce que, bon, comme le disait Mourad dans le début de l'émission, c'est vrai que cette équipe encaisse énormément de buts ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, ils n'arrivent pas en totale confiance. Alors, donc, oui, je suis ton avis. Je pense qu'il y aura peut-être même plus de 3 buts. Alors justement, plus de 3 buts, c'est le pari fou. Mourad, le pari fou. Voilà, donc le pari fou, c'est Marseille s'impose 4 buts à 1. La cote est à 16, parce que Marseille s'est jamais imposé cette saison avec plus de 2 buts d'écart. Je pense que c'est le maximum qu'on ait fait. Contre Strasbourg, on gagne 2-0, contre Bordeaux 3-1, mais on n'a jamais gagné avec plus de 2 buts d'écart. Donc voilà, Marseille s'impose 4-1 face à Nîmes, la cote est à 16. C'est vrai que cette équipe de Marseille, elle ne fait jamais des scores... Non, pas des cartons, quoi. Mais surtout que c'est nécessaire pour le goal average aussi, parce qu'on aura besoin de marquer beaucoup de buts face à ces équipes-là. Et là, pourquoi le 4-1? Pourquoi tu marques un but de Nîmes? C'est Ben. C'est pas moi. Ah non, mais attends, c'est pas bien ce que tu fais là. Moi, je pense qu'on ne cassera pas de but. Moi j'avais dit 4-0 et la cote était plus basse. Il a dit c'est pas très pari fou ça. Ouais, c'est 4-0, c'était 11 ou 12, je crois. Il y a aussi le doute. Il y a aussi le doute sur le gardien de but de l'OM. Marseille a souvent été sauvé par Mandanda. Là, c'est lui qui nous a sauvé, mais oui, je suis d'accord. Il faut quand même se rappeler. Assume, Ben. Il faut quand même se rappeler que l'OM a toujours encaissé des occasions et que Mandanda, à chaque fois, à chaque match, il sort une parade de dingue. Bon, mon pari, c'est de prendre... Genre comme Pelé qui sort un penalty. Voilà. Bon, allez, le combiné du week-end, c'est d'abord Monaco-Lille. Et tu as mis... Lille. Parce que, en effet, c'est vrai que là, quand même, après le match de Coupe de la Ligue, et la semaine dernière, comme Christian, je disais attention à Monaco parce que vraiment, c'est une équipe qui a tellement de talent, mais tu te dis là, ça doit couler. Et la cote est énorme, hein. 4,25. Ouais, c'est bizarre en effet. Mais voilà, donc Monaco-Lille. Montpellier-Brest. Montpellier-Brest, c'est le Dalloglio Power, donc on croit au match nul. Les concurrents, Moral.
pour les places européennes. Montpellier, ils sont pas très loin. Hein. Ouais, ils sont pas très loin au classement, il me semble. Et donc voilà, je vois bien Brest aller chercher un match nul parce que Montpellier est pas mal cette saison, mais là ils sont un petit peu dans le creux de la vague. Ils ont quelques mauvais résultats ci et là. À Lille, ils ont perdu, donc je pense que tout le monde est un peu nerveux avec l'arbitrage et tout à Montpellier, donc j'imagine bien Brest aller chercher un point. Et enfin, Rennes-Bordeaux. Et j'ai mis Rennes parce que Bordeaux, c'est un peu la malédiction des troisièmes qui jouent contre l'OM. Ils sont troisièmes avant de jouer contre l'OM, ils perdent contre l'OM et après ils coulent, comme Angers l'a fait un petit peu. Là, Bordeaux, ça devient dur. Ils ont perdu en Coupe de la Ligue hier, contre Brest d'ailleurs, il me semble. Voilà, donc voilà, donc j'imagine bien Rennes gagner. Et Rennes, c'est solide, c'est pas fou dans la création, mais... c'est solide et c'est sur une bonne dynamique, donc je vois bien Rennes s'imposer. Si on reste sur ce Rennes-Bordeaux, parce que là, aussi, c'est des concurrents. Ah ouais, là, c'est deux concurrents qui s'affrontent. Moi, je mettrais un match nul. Je peux donner mon avis. Ouais. Je mettrais un match nul, alors je ne sais pas combien est la cote. Et je mettrais Brest victorieux à Montpellier. Ah ouais. Il va encore plus loin que moi dans le Dalloglio Power. J'adore Dalloglio et je trouve qui démontre un super football. Mais Montpellier, c'est dur d'aller gagner à Montpellier. Potentiel, à un très bon niveau. Et souvent, contre les belles équipes, il est capable de s'imposer. C'est vrai. Allez, on va s'arrêter là sur les paris et on va passer tout de suite au petit débat sur Liadji. C'est tout de suite. Parce qu'il y a encore un rebondissement dans ce dossier. Chaque semaine, il y a un rebondissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on va en parler tout de suite. Liadji, vous savez qui c'est Liadji ou pas? Qui ne connaît pas Liadji? C'est la défense. Déjà. Je pense que s'il se présente aux élections à Marseille, il a ses chances. Tu sais, sérieusement, parce que c'est une très bonne blague de ta part, mais je pense que beaucoup de monde ne connaît pas Liadji, tout le monde s'enflamme, et que moi, personnellement, j'ai vu jouer Liadji 15 minutes à Amiens, ou 20 minutes. Et le truc, c'est que beaucoup de monde parle d'Isaac Liadji, et très peu de monde l'a vu, parce qu'il faut arrêter de mentir, les tribunes d'OM Campus, donc déjà, elles sont pas énormes, et elles sont pas toujours pleines, donc voilà. Alors, pourquoi on en parle, Mourad, cette semaine? Parce qu'il y a eu encore un rebondissement, parce que c'est un dossier qui dure depuis très 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 longtemps maintenant, des mois et des mois, presque un an j'ai envie de dire, presque un an. Depuis le mois de juin avant ça même. Ça fait 6 mois déjà. Ouais. Ça a commencé à en parler quelques mois avant. Ça fait 6 mois avant ça. Ouais. Et ces dernières semaines, on était redevenu assez proche d'une finalisation du dossier. Et là, nouvelle information qui tombe. Donc c'est le site Foot Mercato qui explique que finalement il y a une offre de Lille. Lille se serait positionné et aurait fait une offre concrète aux joueurs. Au niveau financier, on serait même au même niveau que l'OM. Ne me parlez pas d'amour du maillot alors. Si c'est les mêmes conditions et qu'on va signer ailleurs, on ne parle pas d'amour du maillot, c'est que tu as peur de jouer à l'OM. Sur l'aspect financier, on ne va pas trop se prononcer nous parce que les chiffres, on les a pas vraiment. Mais de ce qu'on a pu lire entre les infos de Foot Mercato et les infos de l'équipe sur l'OM, c'est des chiffres à peu près équivalents. Un salaire la Provence aussi en de 45 000, une prime à la signature aux alentours du million d'euros. Alors, est-ce que Lille serait un bon choix pour ce jeune joueur, un meilleur choix que l'OM s'il veut progresser, jouer Lille, c'est un club formateur. Christian est formateur. Voilà. Je voulais lui poser la question, avoir son point de vue aussi là-dessus. On va commencer là-dessus. Ton point de vue de formateur, si tu devais conseiller ce joueur, ce jeune joueur. Le souci, c'est que ce gamin, tout en étant entouré de sa famille, de ses agents, de ses amis, qui sont tous sa cour en définitive, et lui donne le conseil de continuer à alimenter ce feuilleton, en définitive, il travaille contre lui-même. Ou alors, il doit être soutien de famille, parce que souvent, moi, j'ai rencontré des gamins qui étaient soutiens de famille. Et on voit des parents derrière qui poussent à la roue pour alimenter un petit peu la maison de ce qu'ils aimeraient avoir. Après, il y a les agents. Mais les agents, est-ce que ce sont eux qui sont sur le terrain? Peut-on imaginer un gamin, tout doué soit-il, pouvoir concurrencer des joueurs à Lille qui sont en train de jouer l'Europe, quoi.
quand va-t-il pouvoir rentrer? Tout en affichant actuellement aux yeux de tout le monde un certain état d'esprit. Parce que si demain il va à Lille et que, je ne sais pas moi, un club allemand le réclame, il va vouloir partir en Allemagne. Ou alors il va aller là-bas. On a besoin quand même de stabilité, d'un certain état d'esprit, quoi, pour devenir un bon joueur de football, quoi, professionnel. Mais je suis pas sûr que lui soit pas un peu dépassé en fait par tout ça, parce que les bruits qui courent un petit peu, c'est que lui il veut jouer à l'OM, mais qu'il laisse les négociations à son agent, à ses représentants, et que c'est là que ça bloque, quoi, parce que lui, je pense que si tu lui proposais demain, il serait pour jouer à l'OM, quoi. Mais après, peut-être qu'on lui dit oui, mais tu vas pas jouer. Enfin, je pense que c'est le côté négociation qui pose problème, quoi. Après, c'est aussi le football actuellement, c'est un peu ça. On le voit chez les très jeunes joueurs, il y a des trajectoires. Tu disais si demain après il est à Lille et que 6 mois après il y a un club allemand qui... ça me faisait penser à Dembélé, moi, au jeune Ousmane Dembélé, qui a une trajectoire fulgurante comme ça, qui passe de club en club. Non, mais sauf qu'Ousmane Dembélé, il a joué en Ligue 1, il a humilié toute la Ligue 1, et tu as vu un talent, des fulgurances incroyables. Très jeune, oui, mais sauf que Liadji a joué, je crois, 2 matchs avec la N2. Et pas des bons matchs en plus. Il a même pas joué avec la N2, il est rentré à Amiens, il n'était pas prêt. Et c'est normal. Attention, moi je pense que de toute manière, tout le monde te le dit, et j'ai un peu parlé avec des Perses. Tout le monde te dit oui, il a du potentiel. Mais un potentiel, et voilà, Christian peut en parler. Entre le potentiel et Florian Thauvin, t'as une marge énorme. Après, le souci, c'est est-ce que, peut-être aussi dans sa tête, se dit-il, peut-être je n'aurai pas d'autres opportunités aussi belles que celle-ci dans ma carrière. Parce que il faut s'imaginer, et on peut avoir des gens autour de soi, mais tu te rends compte, signe ce contrat, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera. Oui. Donc c'est un manque de confiance en soi. Exactement. Tout simplement. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, tes qualités, surtout tes qualités. Malgré tout, le club formateur doit quand même lui montrer son intérêt, doit lui montrer un intérêt évident, puisqu'on dit qu'il est bon. Moi, je ne sais pas, mais s'il est si bon que ça, le club doit quand même faire... On n'est pas dans les petits secrets, Christian, mais quand on voit tous les articles, ce que propose l'Olympique de Marseille, l'insistance qu'il y a à l'intérieur du club, des dirigeants marseillais, du directeur sportif, du coach, parce que quel intérêt d'être dans un centre de formation qui est l'Olympique de Marseille, et quand tu arrives, entre guillemets, en maturité, où on te propose un contrat juteux, et de rester dans ton club formateur pour aller voir ailleurs. Tu connais déjà le fonctionnement du club, tu as un entraîneur cette année, qui est Villas-Boas, qui donne énormément de chance aux jeunes joueurs, qui relance le centre de formation. Pourquoi vouloir partir, je dis une bêtise, du côté de Lille, que j'adore parce qu'il y a mon cousin, et qu'il n'est pas sûr de s'imposer pour aller faire un plan financier, pour gagner 5 000, 10 000 euros de plus? Quel intérêt? Prouve, comme disait Christian, si tu as confiance en toi, l'argent, tu vas le gagner. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mbappé, il a joué à Monaco, qu'il aurait pu gagner très, très rapidement encore plus d'argent. Mais il a confiance en lui. Il fait patienter encore les Parisiens d'une prolongation. Et confiance en toi. Rends ce que le club t'a donné, rends ce que le centre de formation t'a aussi projeté vers les beaux jours de ton avenir. Profite de tout ça. Rends service tout ça. Et puis après, de l'argent, tu vas si tu es bon, si tu as confiance en toi, mets des clauses. Si tu fais tant de matchs, si je suis international, ou double le salaire, en fait. Après, l'entourage... C'est vrai que la signature d'un contrat peut être aménagée en fonction de résultats, en fonction de son statut au sein du club. De sélection. Même quitte à... Si jamais il devait avoir une opportunité de signature à l'étranger ou sur un club plus important... Mais pourcentage. Voilà. Après, savoir quel est le salaire moyen maintenant d'un jeune joueur ou d'un jeune joueur professionnel de L1. Quel est le salaire moyen? Ça varie beaucoup, à quoi peut-il prétendre aussi? C'est ça, il y a une logique. Oui, c'est là-dedans qu'il est exactement en quoi je peux prétendre par rapport aux jeunes. Il y a eu pas mal de jeunes joueurs à Marseille qui ont voulu courir 2 lièvres à la fois et qui après se sont complètement perdus. Et les clubs après font attention. Font très attention parce qu'ils ne veulent pas avoir
excusez-moi, un bâton merdeux qui va ouais. vouloir sans arrêt rehausser son salaire parce qu'il a fait une très bonne passe, parce qu'on lui demande ce qui... Après, le piège pour l'Olympique de Marseille, c'est de le laisser partir et de le voir exploser dans ça, un c'est club. le danger de... Mais c'est pas le danger, c'est... Tu peux pas sécuriser ça. Et là, quand tu... Non, mais c'est sûr, c'est le sûr. petit Moutouba, il faut qu'il y ait une limite, je suis d'accord avec vous. Mais attends, tu vois, moi j'ai envie de te dire, cette histoire, elle est totalement navrante. Elle me navre totalement parce qu'elle illustre tellement le foot actuel. C'est-à-dire que, bien sûr, que le jeune, il est déjà entouré de personnes qui sont donc dans un marché, qui font « Ok, combien je peux prétendre, combien machin ?» La surmédiatisation d'un jeune qui n'a pas joué, qui a fait une entrée en Ligue 1 à Amiens désastreuse, et surmédiatisation qui est terrible pour lui parce qu'il se fait défoncer sur les réseaux sociaux, une mauvaise image, partout, ça lui donne une mauvaise image, alors que lui, on a toujours entendu lui il aimerait jouer à l'OM, donc surmédiatisation terrible. Ça lui met une pression supplémentaire le jour où il va jouer, voilà, il aura cette pression supplémentaire. Il va avoir une attente énorme. Et donc t'as ça, t'as le fait aussi quand même qu'on est en train de parler d'un mineur, on parle de sommes folles, et puis en plus après t'as aussi le fait que t'arrives pas à finaliser une négociation parce que tu as d'autres clubs qui entrent dans la danse, etc. Donc toute cette histoire, elle est navrante sur plein de choses. Le jeune, il a rien prouvé, il a rien montré. Il a peut-être du talent, mais on s'enflamme sur des jeunes qui ont jamais joué, qui ont joué en U17, en U16. Est-ce que vous savez le nombre de jeunes qui ont flambé en U17 et qui n'ont jamais eu le niveau pour être pro? C'est incroyable. Et eux ont été pros, ils peuvent le dire. Mais le truc, c'est qu'on est dans un football virtuel où on pense que le football, c'est football manager, où on dit ouais, il a du talent. Le mec, il y a tellement, il y a comme on dit, de la coupe aux lèvres, il y a un monde avant de devenir un grand professionnel qui est énorme. Et là, on parle de lui parce qu'on est dans ce football où on fait de, comment on dit déjà quand tu sur la bourse, etc. En fait, tu t'imagines des choses qui n'existent pas en fait. C'est fabuleux. Peut-on penser que ce garçon, si l'année prochaine il devait rentrer dans l'équipe 1, pourrait, à un moment donné, changer la physionomie ou le... Mais on n'en sait rien pour le moment. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu vois, c'est le chat de Schrödinger, tu sais pas quoi, avant que tu as ouvert la boîte. Non, mais en plus, je veux dire, c'est un contrat quand même assez important qu'on lui propose. D'après les chiffres qui sortent dans tous les journaux, dans toute la presse, c'est quand même assez important. Je pense que, voilà, après, c'est à lui aussi de... Puis il faut avoir confiance en son entraîneur. Bon, là, je pense qu'on a un coach aujourd'hui. Le club a changé ce feuilleton, il faut qu'il se termine. Mais oui, mais en plus ça lui porte tort. Il y a le mercato, la trêve internationale, il faut que ce dossier soit réglé maintenant. Mais ça lui porte tort tout ça. Qu'ils disent oui ou non, mais qu'on passe à autre chose. Mais c'est même plus lui qui a le droit à la parole. Parce que je pense que le petit, d'après tout ce qu'on est en train de dire, le petit serait prêt à signer à l'Olympique de Marseille. C'est pas lui qui a le droit à la parole. Il n'a pas le droit, un droit de réponse en fait pour dire eh ben oui, moi je veux signer à l'Olympique de Marseille. Avec un salaire qu'on lui propose et une prime à la signature qu'on lui propose. Maintenant, c'est à moi de prouver. J'aime ce club, je veux jouer ici au Vélodrome, devant mon public, et après, j'aurai le temps de partir. Mais si le club ne cède pas, c'est qu'il n'a vraiment pas de... Puis il a été clair, le coach. Il n'a pas d'intérêt à vouloir céder. Je trouve qu'ils doivent avoir toutes les données dans les mains sportives et que ce n'est pas leur intérêt d'aller au-delà de ce qu'ils prétendent. Et André Villas-Boas, donc si on parle de sa gestion, qui lui a dit, voilà, moi tant qu'il n'a pas signé, je ne le fais plus jouer. Je trouve ça royal. C'est logique. Parce que ça va contre les intérêts et ça va contre le petit. De l'Olympique de Marseille. Oui, ça va contre le petit. Est-ce que le petit va bien accepter que le coach dise ça aussi? Mais c'est logique qu'ils le disent. Il a dit, il ira jouer à Monaco, il ira jouer à Paris, mais après, voilà. Et c'est dommage, c'est dommageable parce que le coach en a envie de ce jeune. D'après ce qu'il nous fait ressortir, qu'il a envie d'avoir ce jeune Liadji dans son groupe, le faire évoluer, comme il a dit pour Ake. Donc voilà, faisons confiance aussi au coach marseillais. Ce serait bien quand même qu'à un moment, tu vois, les instances, au lieu de faire la chasse aux fumigènes, elles réglementent vraiment sérieusement ce marché aux mineurs, parce qu'on parle de mineurs. Et bien sûr, et moi, Liadji, franchement, je peux pas lui en vouloir. Et je lui souhaite le meilleur. Et peut-être qu'il a du talent. Tout le monde te dit qu'il a du talent. Mais encore une fois, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Mais moi, ce qui me désole, c'est qu'on soit dans cette situation où on est en train de parler d'un mec qui n'est pas encore majeur. Et regarde le bordel qu'il y a autour de lui. Pour moi, ça me désole en fait, réellement. Tu sais quoi? On parle comme si c'était du On parle d'un joueur comme si c'était du bétail, en fait. C'est ça qui me désole. Oui, parce que c'est un mot difficile. Oui, mais le petit, il est au milieu, là.
Et une offre à gauche, une offre à droite. Voilà, c'est la spéculation, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. On est dans la spéculation, on n'est pas dans le football. Faut arrêter quoi là. Allez messieurs, on va s'arrêter là sur ce petit débat. On en a fait un gros débat. Voilà. D'un petit débat, on en a fait un gros débat. C'est un garçon adorable en plus. Je le suis certain. Et on en parlera certainement encore dans cette émission. Et oui, prochain rebondissement, c'est pour quand? On ne sait pas. On va passer au gros débat, mais qui va lui, du coup, se transformer en petit débat. Et on va parler de Frank McCourt. Et oui, pourquoi? Parce que... Tu l'as écrit sur la rivière en 2 mots d'ailleurs, comme MC Court. MC Court. C'est un MC de la côte Est. Monsieur Court. Monsieur Court, vous comme avez dit Jean-Claude perdu Godin. la plage. Alors, on va en parler. On va parler de l'aspect financier hors football là, de Frank McCourt. Des investissements. Ouais, qui avait investi dans un hôtel et une plage. La plage Ramatuelle, c'est ça? Non, Pamplonne à Ramatuelle. À Ramatuelle, voilà. Et cette semaine, donc, le tribunal administratif de Toulon vient de retirer à Frank McCourt la concession de cette plage qui est située non loin de cet hôtel. C'est dommage, on voulait manger gratuit, on voulait y aller. Et ouais, c'est vrai, on avait programmé de faire l'apéro mercato l'été prochain. Mais non, mais on a notre bar, il est très bien là-bas. Il est très bien, c'est vrai. La Romerie, qu'on salue. La Romerie, tout à fait, sur la plage du Prado à Marseille. Alors c'est une vraie mauvaise nouvelle ça pour Frank McCourt. Et Mourad, tu peux nous en dire peut-être deux mots là-dessus? Qu'est-ce que dire de plus à part qu'on lui a retiré la concession. Donc la raison c'est que l'appel d'offres, vu que c'est quelque chose de public, etc., doit être fait selon certaines règles, et apparemment ça n'a pas été fait selon certaines règles. La municipalité a dit ah bah oui super le projet de McCourt, etc., pour la plage, parce qu'il y avait tout un truc avec des transats, etc., 10 €, des trucs, enfin il avait, non mais vraiment tu es bien loin. non justement c'était un truc un peu populaire machin, donc c'est pour ça qu'ils avaient lâché le... C'était standing. Ils vont modifier, ils vont mettre à 30. Et donc voilà, donc on a dit les règles n'ont pas été respectées pour l'appel d'offres, donc on lui a retiré. Donc c'est vrai que ça peut être embêtant, enfin c'est un coup dur quoi. C'est un coup dur. Alors il y a ça. Ça se modifie ça quand même. Je pense qu'il a assez d'avocats autour de lui pour changer la donne de... Je pense qu'il va y avoir un autre appel d'offres. Il va y avoir un autre appel d'offres surtout. Voilà. Parce que si on lui a retiré, on lui a pas demandé. Il va passer à 30 € quoi. Et j'attends de voir. Donc on parle de cette plage qui était un gros investissement quand même de la part de Frank McCourt, mais il y a aussi un autre appel d'offres qui est reporté, c'est celui du Parc Chano. Donc ça c'est un deuxième est très important, par contre. gros coup dur financièrement, en tout cas sur les potentiels investissements de McCourt hors football en France. Et là, tu peux nous en dire aussi un petit mot sur le Parc Chano? Le Parc Chano, il devait y avoir un appel d'offres l'année dernière en fait, enfin la saison précédente au moins, et qui a été reporté parce qu'encore une fois, le cahier des charges de la mairie de Marseille n'était pas tout à fait clair, et ensuite par rapport au calendrier électoral, donc on a dit vu qu'il a fallu modifier le cahier des charges, et les candidats, notamment les futurs probables candidats à la mairie, ont dit ok, on peut pas faire cet appel d'offres comme ça parce que à qui que ce soit que vous donnez le Parc Chano, nous ça va nous retomber dessus, etc. Donc la concession du Parc Chano a été repoussée. On a laissé 1 an de plus à l'actuel bénéficiaire du Parc Chano. Et le truc, c'est que maintenant, il va y avoir un nouveau maire au moment où où la concession doit être décidée. Et il n'est pas dit que le Parc Chano ait toujours la même utilité avec un nouveau maire. C'est ce que nous avait dit notamment Bruno Gilles qui était ici. C'est ce qu'on m'a dit dans d'autres sphères, comme on dit, ça va être très X-Files, mais c'est un petit peu... peut-être que le maire va vouloir faire complètement autre chose avec le Parc Chano, qu'il va vouloir faire passer le tram au milieu. Et alors, tu fais quoi à ce moment-là? Non, mais ça, c'est complètement... non, mais c'est pour donner un exemple complètement fou, mais je veux dire, enfin, il n'y a pas de projet de tram, ou pas à ma connaissance au moins, mais je veux dire... On ne l'a pas dit. Si, parce que, enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'était dans la Provence de cette semaine. Oui, il y a un tram qui doit... Il y a l'aménagement du boulevard à bateaux et de la liaison avec l'autoroute qui doit être... Voilà, non, mais je veux dire, alors, le Parc Chano, pour le moment... Il est possible qu'un tram passe par là, quoi. Voilà, je veux dire, pour le moment, c'est pas dans le truc, mais en tout cas, il est fort probable
que le nouveau maire veuille marquer son empreinte sur le parc Chano. Donc peut-être qu'il va décider, non, c'est la ville qui fait ça, non, machin. Bref, tout ça pour dire que le calendrier semblait plutôt favorable à l'Olympique de Marseille avec l'ancien système au moment où on devait filer la concession. L'OM avait un vrai dossier, il y avait 4 candidats, l'OM faisait partie de ces 4 candidats avec un BT piste solide, ils avaient un dossier solide. Et comme ça a été repoussé, là je pense que c'est pas très bon signe pour l'Olympique de Marseille. Alors là, on est sur 2 revers quand même pour Franck McCourt et on parle pas encore une fois de petits investissements. Là, on était sur des très gros investissements pour Franck McCourt et très certainement que s'il est venu aussi à l'Olympique de Marseille, c'était aussi Américains, pour non plus. non mais c'est des investisseurs. Oui, voilà. C'est la rénovation, c'est des projets, c'est du spectacle. Je pense qu'il est venu aussi pour ça. L'Olympique de Marseille, ça donne une grosse image, popularité dans le monde entier parce que le club est reconnu dans le monde entier. Après, il a joué un petit peu là-dessus aussi. En ayant cette identité olympique de Marseille, son pouvoir olympique de Marseille, de se projeter sur des projets à côté qui nous permettront peut-être d'avoir plus de facilité à les acquérir. C'est une carte de visite, en fait, c'est une clé de l'Olympique de Marseille. Exactement. C'est que tu dis, avant Franck McCourt, personne ne le connaissait. Exactement. Maintenant, dans toute la région sud, on sait qui c'est Franck McCourt. Quand tu tapes à une porte, elle s'ouvre plus facilement quand tu es à l'Olympique de Marseille que quand tu es je sais où. Mais bon, ça complique la situation. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on mélange un peu le business et le football. On va y revenir donc, au football. Est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas y avoir des répercussions sur les investissements maintenant qu'il va pouvoir... Il va falloir qu'il gagne des titres maintenant. Sur l'Olympique de Marseille. Non, mais il va falloir qu'il gagne des titres pour les taper à d'autres portes pour que ça s'ouvre plus facilement. Et ça aussi, c'est important. Non, mais c'est la vérité, parce qu'on parlait de l'Olympique de Marseille. Pardon, Christian. Que c'était une facilité pour que les portes s'ouvrent, mais si tu commences à gagner des titres, tu arrives, tu es comme ça. Et quand tu es comme ça, tout le monde te reçoit plus facilement. Et après, les projets sont différents. Ça se lisse plus facilement aussi dans tout ce que tu vas discuter, quoi. Enfin, je pense. Christian. Dans le monde de la promotion, il y a quand même des boîtes vachement costauds qui ont déjà pignon sur rue à Marseille. Bon, je ne sais pas, mais les terrains convoités sont certainement très très chers. C'est prestigieux. Moi, d'un point de vue local, simple électeur, je me dis que Marseille a beaucoup changé. Il y a de l'investissement et de la construction. On ne sait plus quoi en faire, du béton. C'est mon opinion. Après, peut-être que je rentre dans un domaine qui m'échappe un petit peu. Mais, alors évidemment, la défiscalisation de l'achat d'appartements, c'est-à-dire qu'on ne paye plus d'impôts parce qu'on va acheter des appartements de luxe et de standing facilite cette promotion au sein de Marseille. Mais est-ce que Marseille en a réellement besoin? Parce que ça fait augmenter les prix de l'immobilier également. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être un projet qui nous dépasse et qui le dépasse peut-être à lui aussi. Mais du côté de l'Olympique de Marseille, est-ce que tu as peur, toi, tu te dis, si Franck McCourt n'arrive pas à concrétiser ces dossiers-là, est-ce qu'il peut se désengager un petit peu dans les années qui arrivent? C'est la crainte, en attendant, de l'Olympique de Marseille, parce que on sait que le football, faut mettre de l'argent tout le temps. D'accord. Ça prouverait que ce n'est qu'une personne qui est venue pour faire des affaires et non pas s'intéresser au football. Et quand on voit Marseille maintenant qui est classé devant Paris Saint-Germain au niveau du spectateur et tout, pour les autres investisseurs, je pense que ça ferait envie, quoi. En fait, avec l'OM, il a acheté une image. Oui. Il a acheté une image. Est-ce qu'il s'est servi de l'OM pour ses propres... ou plutôt que l'inverse? Pour investir, parce qu'il y a encore le parc Chano qui arrive derrière... le parc Borelli qui arrive derrière. Il y a encore, ça c'est difficile. Parce c'est difficile, ils ont essayé l'hippodrome, ils ont essayé, et on sait de sources sûres que... Voilà, ils ont vraiment essayé, c'était déjà sorti dans la presse, mais on leur a dit non, ça va. Là, si vous voulez faire du business, c'était surtout l'achat du Vélodrome.
Pour moi. Non, l'achat du Vélodrome, ils ont aussi essayé, mais rapidement, ils ont compris que c'était un trou. Et puis, ils ont obtenu l'exploitation du Vélodrome. Et ça, c'est très important, parce que l'exploitation du Vélodrome, ça leur sert à beaucoup de choses. Après, ils ont essayé l'hippodrome Borelli, ça a été non. Ça en fait des choses quand même. Le parc Chano, c'est devenu compliqué, alors qu'ils étaient très bien partis et qu'ils s'étaient prêts à investir de très grosses sommes. Et ensuite, il y a le musée du stade Vélodrome aussi qui doit voir le jour, pour laquelle aussi les pouvoirs publics se sont engagés, ils vont participer avec l'Olympique de Marseille. Mais en fait, tu vois, parce que Christian, tu disais est-ce qu'il s'est servi de l'OM pour d'autres choses? De l'image de l'OM. C'est certain, mais McCourt, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il a mis de l'argent dans l'OM. Donc c'était un peu gagnant-gagnant, tu vois. Oui, c'est-à-dire. Il était obligé. On arrive dans une autre mentalité plutôt anglo-saxonne qui mélange sport, business et qui là-dedans ne choque personne. Chez les anglo-saxons, c'est comme ça. On va vendre des maillots, des cacahuètes, des immeubles. Ça fait partie d'un tout. Bon, Arsenal a bien réalisé son coup, a vendu son ancien stade, a construit des immeubles. Alors après, quelle est la part qui rentre dans les poches du club s'il doit y en avoir une? Quelle est la part qui rentre dans les poches du président? Voilà, et nous, on n'est pas habitués à ce genre de... Alors, après, maintenant, l'OM est devenu... Malheureusement, c'est le foot aussi. C'est le foot, c'est comme ça. Les propriétaires, de toute manière, ils sont là pour faire du business, de la diplomatie, ou c'est ça, tu vois, il n'y a plus personne qui est là par amour du foot. Peut-être au détriment du club. Peut-être au détriment du club voilà, aussi. Il faut que ce soit bien fait. Est-ce que ça peut impacter le club, Mourad, et on terminera là-dessus, tu penses, dans les mois, les années qui viennent? En fait, déjà, McCourt ne peut plus mettre de l'argent dans l'Olympique de Marseille par rapport au fair play financier. Donc ça, c'est déjà une première vérité. Après, peut-être qu'en effet, peut-être que ça peut avoir un impact psychologique sur McCourt. Il a beaucoup misé sur l'opération Olympique de Marseille dans tout ce qu'elle englobait, c'est-à-dire aussi dans les à côté pour améliorer son patrimoine. Et s'il voit s'il n'arrête pas de se heurter à des portes closes, peut-être qu'à un moment, en effet, il va se dire ça commence à me gonfler cette histoire. Et peut-être que sinon, il va faire comme on dit dans les entreprises, il va pivoter et qu'il va aller vers d'autres actifs et que voilà quoi, il va disrupter son plan, comme on dit. J'essaye de mettre le plus de mots qui veulent rien dire là, dans mon discours. Allez, du coup, on va s'arrêter là. C'est possible, mais bon. Allez, merci Mourad, merci Christian, tu reviens quand tu veux. Merci à vous. Et toi aussi, tu reviens quand tu veux, tu reviens. Moi, je reste là pour le maillot. Garde bien le maillot. Je reste là, je le surveille. Lundi, on donnera le nom du gagnant. Celui qui va pouvoir porter ce maillot de Dimitri Payet. Moi, porter 50 000 alors. Bon, pour les 50 000. On n'en parle pas tout de suite. On en parlera lundi. On va trouver un truc et lundi, on annoncera ce qu'on va faire pour les 50 000. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.